À votre avis, quelle est la différence entre ces deux bouilloires? Eh bien en fait, elles sont identiques. La seule différence, c'est le prix. Celle-ci coûte 30 € et celle-là, 60. Et cette bouilloire, c'est vos impôts qui la payent. En fait, pour trouver celle-là, nous nous sommes rendus sur le site internet d'une centrale d'achat public. Un catalogue à disposition des administrations et des collectivités territoriales pour leurs achats du quotidien. Et on a retrouvé d'autres différences majeures de prix. Cette machine à café par exemple, 143 € sur le catalogue de la centrale d'achat et 89 € sur le site du constructeur. Ce lot de 5 grammettes de papier A4 Evercopy, 36 € pour l'État, 23 € pour une personne lambda. Ce stylo 4 couleurs, 2 € tout rond, contre 1,29 € chez Carrefour. L'achat public, on a le sentiment vraiment, enfin c'est pas qu'un sentiment d'ailleurs, c'est de se faire arnaquer. Des projets qui sont soumis à des collectivités et des projets qui sont réalisés par le privé, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Maintenant, imaginez la taille de la commande publique, c'est-à-dire tout ce que les administrations, les établissements scolaires, les hôpitaux et les mairies achètent. Ce montant, il représenterait 233 milliards d'euros en 2024, soit 4 fois le budget de l'éducation nationale. Mais ça pourrait même monter à 400 milliards d'euros, soit l'équivalent des pensions versées à tous les retraités français. Des dépenses colossales donc, dans lesquelles on retrouve parfois des prix pour le moins bizarres. Et pourtant, en plein débat sur le budget à l'Assemblée nationale, tous ces milliards dépensés ne sont pas vraiment dans le collimateur des parlementaires. Comme si le sujet était trop complexe, trop technique, ou pas assez médiatique. Alors on a décidé d'enquêter. Pourquoi l'État continue-t-il d'accepter de payer si cher tous ces équipements? Y a-t-il une explication logique qui nous échappe? Nous sommes partis chercher des réponses à toutes ces questions. Et voici ce que nous avons découvert. Des débats sur le budget 2026 qui s'enlisent. Les nécessaires économies se font attendre. En fait, il faut se désendetter pour investir et préparer l'avenir. Chaque jour, c'est le même refrain à la radio. Le budget 2026 relève du casse-tête et le gouvernement traque le moindre euro d'économie. Pourtant, l'élu que nous allons voir dénonce un gaspillage continu de l'argent public qui semble passer entre les mailles du filet. Nous prenons la direction de Pontoise, en région parisienne. Si on est ici, c'est parce que la maire de la ville est en quelque sorte devenue une porte-parole de tous ces élus qui sont médusés par les tarifs qu'on leur propose pour équiper leur ville. Et on a justement rendez-vous avec elle dans son bureau. Bonjour, merci de m'accueillir. Très vite, Madame le maire nous présente sa machine à café et vous allez comprendre pourquoi. Alors c'est cette cafetière que vous trouvez dans tous les commerces. J'ai mis 4 mois déjà à l'avoir. Une fois qu'elle est livrée, je dis bah, dites donc, vu le temps que ça a pris, j'espère au moins qu'on a eu un prix. Et c'est là qu'on me donne le prix. Et donc cette petite cafetière que n'importe qui pourra aller voir dans le commerce pour pouvoir comparer, qui est globalement autour de 60 €, 60-65 € dans le commerce, on l'a payé 160 €. Et c'est là où j'ai commencé à dire bah, sortez-moi un peu tous les prix, c'est pas possible. Et là j'ai été édifiée. Des exemples comme celui-ci, Stéphanie Van Heuve assure en avoir des dizaines. En voici un autre dans le bureau d'à côté, ce fauteuil acheté dans un catalogue. Il est facturé à la ville 260 €, encore une fois le même, sur un catalogue classique, pour une entreprise classique, privée, il aurait été facturé 90 €. Son constat vaut pour le mobilier, les logiciels, les travaux en tout genre. Bref, quand on demande à l'élu de nous décrire la situation, elle ne mâche pas ses mots. La grande arnaque, c'est on a l'achat public, on a le sentiment vraiment, enfin c'est pas qu'un sentiment d'ailleurs, c'est de se faire arnaquer. C'est-à-dire que le prix public est très éloigné du prix privé. Donc qu'est-ce qui le justifie, hormis des techniques d'achat qui méritent d'être éclaircies? C'est pas parce que c'est de l'argent public que ça compte moins. Ça devrait être exactement l'inverse. C'est de l'argent public, donc ça devrait compter encore plus. Alors forcément, en voyant tout ça, on a voulu vérifier si d'autres collectivités ou administrations faisaient face au même phénomène. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce constat, il est largement partagé. Mais surtout, au fil des entretiens et des coups de téléphone, un nom est revenu avec insistance. L'UGAP. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'Union des groupements d'achat publics. Une centrale d'achat, donc, un organisme qui passe des marchés à grande échelle pour le compte d'autres acheteurs, publics bien sûr. En fait, lancer soi-même un marché public, c'est souvent synonyme de long délai, de paperasse lourde. Et pour tout achat au-dessus de 40 000 €, une mairie doit par exemple publier un appel d'offres formel, ce qui prend du temps et mobilise des compétences juridiques pointues.
Les centrales d'achat offrent un raccourci. Elles ont déjà passé les appels d'offres pour leur catalogue. Résultat, il n'y a plus qu'à piocher dedans. Concrètement, l'école ne choisit pas la marque de son mobilier, elle passe par un contrat déjà signé par une centrale, avec un cahier des charges standardisé, un prix défini et un fournisseur référencé. C'est censé faire gagner du temps, sécuriser juridiquement les achats et surtout réduire les coûts grâce aux économies d'échelle. En France, il existe près de 70 centrales d'achat. Certaines sont nationales, comme le Gap, dont on a déjà parlé, d'autres sont spécialisées dans la santé, d'autres encore sont régionales ou sectorielles. Ces centrales d'achat, elles représentent des volumes d'achat extrêmement importants. C'est 6,88 milliards d'euros pour l'UGAP, 7,7 pour UniAchat, 3,2 pour le RESA. Selon Philippe Vigier, député Modem, l'ensemble représenterait 93 milliards d'euros. Le problème, c'est que les prix ne sont presque jamais publics. Seuls les adhérents des différentes centrales d'achat peuvent y accéder. Impossible donc pour un citoyen, ou même pour des élus, de comparer les tarifs de ces centrales d'achat, à l'exception d'une seule, l'UGAP, la centrale d'achat publique. Voici donc son site internet. Vous allez voir, parfois les prix sont compétitifs, comme sur cette imprimante qui est moins chère que sur Amazon, mais parfois, comme on l'a vu, c'est vraiment beaucoup plus élevé que sur les sites de e-commerce. Ce vidéoprojecteur par exemple coûte 1035 € TTC sur l'UGAP. Sur plusieurs sites grand public, on le trouve à seulement 739 €, livraison comprise, soit près de 30% moins cher. Ce qu'on constate, c'est que cet exemple-là n'est pas un cas isolé. On retrouve des écarts importants également sur cette tablette, jusqu'à 500 € plus cher que sur des sites de e-commerce, ou encore cette étiqueteuse, environ 25 € plus cher à l'UGAP que sur le site du fabricant. Allez, je m'arrête là, mais ces cas de figure sont assez nombreux. En fait, c'est ce différentiel important que nos interlocuteurs peinent à comprendre. Bref, c'est le moment d'essayer de contacter l'UGAP pour tenter d'y voir un peu plus clair. Mais vont-ils seulement accepter nos sollicitations ? Voilà, je viens d'arriver au siège de l'UGAP, c'est en région parisienne. La centrale d'achat a finalement accepté de répondre à nos questions. Alors c'est pas très beau ici, mais on n'est pas là pour le paysage. C'est le directeur général qui va même répondre à nos questions. Et évidemment, on va essayer de l'interroger sur son fameux catalogue. Des bouilloires, là vous avez donc la vôtre qui est à 60 € TTC. Et là c'était la même bouilloire du coup sur Darty, donc à 35 €, voilà. Donc ça c'est le genre d'exemple, quand vous les voyez, vous réagissez comment ? Il est tout à fait possible qu'il y ait des écarts comme ça, comme vous trouverez tout autant de produits dans l'autre sens dans lesquels les prix UGAP sont meilleurs. Par exemple, sur le coffret de Stabilo Boss, on est à moins 36% par rapport à l'acteur le plus connu de la vente en ligne. On raisonne par panier, mais dans le panier, il peut y avoir des produits moins chers, des produits plus chers. Voilà, l'appel d'offres sort ce qui doit sortir. Je défends l'idée, et je le dis avec une certaine assurance, que nos prix sont extrêmement compétitifs. En fait, ce qu'on comprend, c'est que le patron de l'UGAP, il réfléchit sur la moyenne d'un panier de fournitures. Et selon lui, les prix qui sont très élevés sur son catalogue sont forcément compensés par des tarifs plus compétitifs sur d'autres produits. Mais alors, est-ce que ça répond aux interrogations de la maire de Pontoise ? Eh bien, vous allez le voir, pas vraiment. Ça veut dire qu'à travers sa réponse, il reconnaît que certes, il y a peut-être des prix qui sont en deçà, mais sur des petits prix, mais ça veut dire que globalement, il reconnaît qu'il y a beaucoup de prix qui sont largement supérieurs à ce qui est pratiqué ailleurs. Et donc en fait, le sujet, c'est pas tellement le niveau, c'est que comment il le justifie. Ce que l'on reproche le plus, je vous dis, c'est cette opacité, c'est le fait de ne pas comprendre comment un prix public est fabriqué. Il faut m'expliquer. Bon, nous, on a essayé de comprendre. Ça n'a pas été de tout repos, mais je crois qu'on a mis le doigt dessus. On va prendre la catégorie très large de la papeterie et des fournitures. Quand on fouine un peu, on s'aperçoit que 85% des produits sur le site de l'UGAP proviennent d'un seul fournisseur, l'Ireco. Alors qui est ce nouvel acteur ? L'Ireco, c'est une entreprise de distribution. Un géant mondial capable de fournir des milliers de produits différents dans l'environnement du travail, de la bouilloire au surligneur. Le tout avec une promesse de livraison efficace. Si on reprend notre exemple de notre bouilloire, elle est à 34,99 € sur le site du fabricant, elle passe à 53 € chez l'Ireco, puis à 60,37 € chez l'UGAP. Dans cette affaire, l'Ireco a pris une première marge importante, puis l'UGAP en a pris une deuxième, en moyenne 4% du prix final. Fatalement, le prix de notre bouilloire grimpe. Et ça questionne même les économistes
spécialiste de la commande publique. Donc il y a une sorte de double marginalisation, quoi. Ça me paraît un peu déconnant, j'avoue. On a contacté Stéphane Saucier, il est professeur d'économie et de management public à l'IAE, Paris-Sorbonne Business School. Je vois l'intérêt des centrales d'achat que de centraliser les demandes de petits acheteurs publics qui devraient passer des appels d'offres où ils auraient très peu de réponses et sûrement pas une offre concurrentielle. Donc le GAP centralise tout ça, se mange les coûts de gestion de l'appel d'offres, etc. Mais au final, même en répartissant tous ces coûts sur l'ensemble de ces petits acheteurs, ça devrait faire un prix plus concurrentiel que ce qu'ils peuvent avoir de leur côté, chacun de leur côté. Donc si c'est pas le cas, il y a un vrai problème. Mais vous avez interrogé l'UGAP sur ça ? Parce que ça fait plusieurs fois que je l'entends, je serais assez intéressé de savoir comment ils peuvent défendre ce genre de cas. Mission acceptée. On a posé cette question à l'UGAP de manière assez simple. En fait, pourquoi cette bouilloire ? La centrale ne l'achète-t-elle pas directement à Moulinex, son fabricant, au lieu de passer par un distributeur comme l'Ireco ? Vous diriez pas qu'il y a un excès d'intermédiaires ? C'est les secteurs où les entreprises ne répondent même plus aux appels d'offres. Oui. Voilà, ils passent par des distributeurs et c'est les distributeurs qui répondent aux appels d'offres. Le marché s'est organisé comme ça. C'est des domaines où il y a énormément d'articles qui sont très différents. C'est très difficile de faire dans un certain nombre de secteurs des marchés au détail parce que une procédure, c'est des mois de travail, c'est des mises en concurrence, c'est du sourcing. En fait, ce que nous explique le patron de l'UGAP, c'est qu'il achète une gamme de produits extrêmement large à destination des pouvoirs publics. Impossible donc pour Moulinex de candidater, puisqu'il ne fournit que sa bouilloire. Le distributeur, l'Ireco, peut au contraire fournir tous les produits demandés par la centrale d'achat, et ce, en un seul contrat. Il va donc logiquement remporter l'appel d'offres, en y ajoutant, bien sûr, sa marge. Mais subtilement, le patron de l'UGAP nous fait comprendre que cette double marge, ça n'est pas le seul souci. Il pointe un deuxième problème, un code de la commande publique extrêmement lourd dans lequel des critères sociaux et environnementaux ont été rajoutés. Bref, pour lui, faire un appel d'offres, c'est devenu un véritable casse-tête qui, fatalement, va faire grimper les prix. En fait, plus on se plonge dans la commande publique, plus on voit des problèmes structurels qui dépassent les centrales d'achat et qui alourdissent la facture globale. L'accumulation des normes, par exemple. Plus il y en a, plus c'est difficile pour une entreprise de candidater au marché public. Ça fait donc moins de concurrence, et quand une entreprise est toute seule à candidater, eh bien, elle peut imposer ses prix. Ça, c'est le cas pour près d'un quart des appels d'offres, dans lesquels les fournisseurs sont de facto libres de fixer leurs tarifs. Je comprends pas pourquoi on veut leur rajouter des bâtons dans les roues en leur disant « ce serait bien que tu mettes un critère environnemental ». J'ai du mal à comprendre comment on peut croire que les pouvoirs adjudicateurs ont les moyens de le faire, vont vraiment le faire de manière efficace et que ça va pas faire déraper la commande publique en termes de coûts, en termes d'efficacité vers du mauvais côté. De moins en moins de concurrence donc, alors que c'est l'arme numéro 1 de l'acheteur face aux entreprises qui, on l'observe souvent, surfacturent les collectivités, voire l'État. C'est en tout cas ce que nous dit la maire de Pontoise. Elle ne passe quasiment plus par l'UGAP ou d'autres centrales, elle a développé et formé son service achat, et pourtant... Une ramette de papier, même grammage, même exactement tout la même chose, est facturée 5,25 € à la ville, quand une entreprise, quelle qu'elle soit, la payera 3,20 €. Quelle est la différence ? Nous sommes une collectivité, un acheteur public, c'est la réponse qui nous est faite. Et on passe pas forcément en centrale d'achat. Certains opérateurs économiques, pas tous, mais se disent qu'à partir du moment où de toute façon la collectivité paiera, a les moyens de payer, on peut aussi proposer des prix plus élevés. Quand on compare des projets qui sont soumis à des collectivités et des projets qui sont réalisés par le privé, comme par hasard, alors que ce sont les mêmes structures, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Lui, c'est Simon Husenat. Il a dirigé la commission d'enquête sénatoriale sur la commande publique. Il a mené des heures et des heures d'audition sur le sujet avant de publier un rapport à charge sur l'absence de pilotage de la commande publique en France. Pour lui, se concentrer juste sur les prix, c'est impossible. On demande à la commande publique et d'une certaine façon aujourd'hui aux élus en général de finalement d'être des magiciens. Ben non, il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire dans le même moment il faut acheter toujours plus local avec toujours moins d'empreinte écologique et être dans la course au prix le plus bas. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ce critère prix, il est au maximum à 50%, voire parfois en dessous. Alors d'accord, le prix ne doit pas être le seul critère. Mais rappelez-vous des sommes dont on parle. 233 milliards d'euros selon l'Observatoire économique de la commande publique,
400 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Ça, c'est des montants qu'on peine à imaginer, mais qui pourraient être cruellement utiles à l'État, qui cherche à tout prix à faire des économies. On a donc demandé aux sénateurs s'il n'y avait pas des milliards à aller chercher dans la commande publique. Oui, nous avons des marges de manœuvre aujourd'hui, mais pour cela, il faut un portage politique clair au sein de l'État, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas, et de l'autre côté, un pilotage par la donnée qui nous permettra évidemment de pouvoir être beaucoup plus efficaces. Et des chiffres d'économie possibles, on en a déjà. L'Inspection générale des finances estimait par exemple en 2024 qu'elle pouvait s'élever à 10% sur les 51 milliards dépensés chaque année par les collectivités. Ça fait 5 milliards, et simplement en professionnalisant et mutualisant les achats locaux. Alors il faut bien se rendre compte que 5 milliards, c'est davantage que le budget annuel de certains ministères, celui des Outre-mer ou des Sports par exemple. C'est un gisement d'économie non négligeable, à condition de savoir le saisir. Alors jusqu'à présent, chaque tentative de réforme s'est heurtée à la lourdeur du système et à l'absence de volonté politique. Si déjà on réduisait les surcoûts de 4-5%, on serait sur des chiffres assez importants, on serait à 10 milliards. Ça y est, on est au-dessus de la taxe Zuckman vue en grand, évaluée en grand. C'est un truc qui est tellement ancré, tellement administratif, tellement complexe. Et donc je pense que c'est surtout... Ouais, comme disent les plus jeunes aujourd'hui, flemme quoi. Flemme d'aller tout remettre en question, de reprendre du ligne à ligne, de casser des habitudes, de remettre en cause des partenariats historiques. Au final, l'histoire de notre bouilloire, ça n'est pas qu'une simple anecdote. C'est le révélateur d'une défaillance structurelle de l'État qui n'arrive pas à rationaliser ses propres dépenses. Et tant que la commande publique restera ce micmac ingérable, on est sûr que les achats publics continueront à se faire au prix fort.